à tous. J'ai 3 choses à vous dire avant de nous présenter. La première chose, c'est que vous n'allez pas assister à une table ronde ou à une conférence descendante auquel on assiste beaucoup. Vous allez devoir y mettre un peu du vôtre. On va vous demander à plusieurs moments de participer, de mettre un petit peu la main à la pâte et de nous dire que voilà, si ce 7h30 qu'on passe ensemble se passe bien, eh ben vous y aurez activement participé. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment des nouveaux récits. Et vous allez commencer à entendre aussi que derrière nouveaux récits, nouveaux imaginaires, il y a des choses qui ne sont pas si nouvelles que ça. Parce que l'imaginaire qu'on a justement derrière le nouveau récit, c'est que c'est quelque chose de très lointain, de très utopique, de très porté par des gens un peu bisounours, un peu fous, un peu rêveurs par rapport à la réalité du monde. Eh bien non. Des récits et des nouveaux récits, il y en a aujourd'hui. Il y en a même qui se matérialisent. Il y a même d'autres manières de vivre et de penser qui cohabitent avec les imaginaires dominants qu'on connaît, qui sont le business as usual et beaucoup le technosolutionnisme. Donc voilà, l'idée c'est de se dire aussi que ça existe, c'est concret, et pour certains, c'est pas si nouveau. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on parle de changer les comportements, on parle beaucoup des nouveaux comportements responsables qu'il faudrait qu'on suggère, qu'on infuse dans la vie de nos concitoyens pour qu'ils aient des comportements responsables. Et en fait, avant de changer les comportements, il va falloir qu'on change notre regard en fait sur les choses, notre regard sur le monde. Voilà, ça c'était les 3 petites choses pour introduire cette session, pour impulser justement ce changement de comportement. Alors, je vais me présenter. Et pour me présenter, je ne sais pas combien de personnes connaissent ici le travail de Marie-Lou Mauricio. C'est un projet qui s'appelle Born in PPM. Est-ce que ça vous dit quelque chose? À main levée. Voilà, on a quand même pas mal de gens qui connaissent. Donc, c'est une photographe qui travaillait pour des grosses agences de communication et principalement sur des sujets de luxe et qui se consacre depuis plusieurs années à ce projet photographique qui est de traduire en proportion de particules dans l'atmosphère notre année de naissance. Et donc c'est assez éloquent de voir des petits bébés qui ont des taux, des ppm très élevés. Donc moi je suis née en 326. Et au moment où elle fait ce travail photographique, vous avez un tout petit entretien avant qui vous demande comment vous vous sentez par rapport à ces enjeux. Et moi j'aime beaucoup cette photo parce que mon regard justement sur les effondrements alertés par les scientifiques, au début me tétanisait. Et aujourd'hui, j'ai cette attitude-là, et elle a vraiment capturé ça en une fraction de seconde. Je vous invite vraiment à regarder son travail, elle a un site internet. Et donc là, on voit pas la main, mais la main est vers le haut. Donc avec cette idée de rester ouvert à tout ce qui peut advenir. Plutôt avec enthousiasme, donc je me suis surprise à avoir envie de vraiment être dans un sourire, alors que franchement, il y a pas mal de choses qui nous donneraient plutôt envie de pleurer ou nous mettre sous une couette en attendant que ça se passe. Et puis, j'ai mis ma main sur le cœur. Et on le verra tout à l'heure que voilà, on a exploré beaucoup de choses dans le mental et que là, il va être intéressant aussi d'aller mobiliser d'autres énergies pour faire face aux enjeux qu'on connaît déjà, et ça pourrait être vers le cœur. Voilà, je vais vous demander, Émilie et Stéphanie, de vous présenter dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous êtes. On a beaucoup parlé de mission pour l'entreprise, de raison d'être de l'entreprise. Ça commence par ce qui se passe en nous, être humain. Donc voilà, merci Émilie et Stéphanie de vous présenter. Donc, merci Yasmina. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Émilie Le Gall. Je suis la responsable des actions RSE et développement durable à l'ARPP, donc qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Donc j'ai en charge effectivement de mettre en place des actions RSE et développement durable pour faire progresser ma structure et pourquoi pas, j'espère. Mon rêve le plus fou, c'est ça, de faire progresser l'ensemble du secteur de la communication vers une communication plus responsable et plus éthique. Je vous avoue que lorsque Yasmina hier soir m'a dit voilà, je vais te poser la question de quelle est ta raison d'être, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi, et donc je me suis dit je vais trouver un sujet inspirant, très intelligent pour vous le donner et je vais le dire honnêtement, Gilles Boeuf m'a sauvée parce que ce matin en plénière il a dit une phrase que je trouve très juste et qui résonne beaucoup en moi. La pire des actions, c'est l'inaction. Donc ma raison d'être, en tout cas professionnelle, c'est vraiment de considérer qu'on peut être tous et toutes part du changement et qu'on a, quel que soit notre métier, quel que soit notre secteur, un moyen d'action dès lors qu'on est engagé sur le sujet, et c'est ce que j'essaie de faire dans le secteur de la communication au sein de la RPP. Voilà. Donc à mon tour, je suis Stéphanie Foucard. Je travaille chez Citeo, qui est un éco-organisme, le premier éco-organisme, on en reparlera tout à l'heure, chargé de réduire l'impact environnemental des emballages issus de notre consommation. Alors moi je me suis occupée pendant 10 ans de mobilisation citoyenne avec mon équipe, et depuis 2 ans en fait on travaille à comprendre les évolutions sociétales, les évolutions des modes de vie, des modes de consommation, pour voir leur impact sur nos activités et pour trouver de nouveaux leviers de changement de comportement. La question de la raison d'être, elle est cruciale et en même temps très difficile d'y répondre. Alors moi je me disais peut-être déjà vous dire que je suis historienne de formation et sémiologue. Ma raison d'être, ou en tout cas professionnelle, c'est d'arriver effectivement à embarquer par des récits, mais pas simplement des récits, aussi par la manière de construire des communs, de trouver là où on se rassemble pour effectivement impulser le changement. Merci beaucoup. Nous rejoindra tout à l'heure notre grand témoin par visio. Adabel Saleza, elle dirige la création chez Orange France et Soch, et on montrera à travers les communications de Orange et Soch comment on a pu justement, à travers des films, et pas seulement des films, mais toute la démarche qu'il y a derrière, participer à ces changements d'imaginaire. J'ai quand même oublié de vous dire que j'ai travaillé, moi, une grande partie de ma vie professionnelle dans les médias, puis ensuite dans la publicité, puis ensuite pour le mouvement climat, où j'ai participé à des actions de mobilisation citoyenne aussi, et puis qu'aujourd'hui, je consacre en fait toute ma vie et tout mon temps à aller convaincre les professionnels des industries culturelles et créatives, donc tous ces gens qui fabriquent des messages dont nous sommes abreuvés en permanence, je crois 2000 messages ou 3000 par jour, c'est toi qui as plus les chiffres, Émilie, et donc les convaincre d'aller infuser dans leurs messages et dans leur contenu cette nouvelle manière d'être au monde qu'on va essayer de vous décrire. Voilà les présentations pour nous. Maintenant, à vous. Voilà, donc je vais vous inviter à partager, à répondre aux questions qui vous sont proposées sur Kahoot. J'espère que tout le monde va pouvoir se connecter, même si nous sommes au fond d'un amphithéâtre. Donc voilà, vous êtes 3 petits points ici. Donc, quelle est votre organisation? Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes en formation? Est-ce que vous êtes une ONG? Je ne sais plus ce que je voulais poser comme question. Et en régie, on nous affichera les réponses dès qu'elles arriveront. Tiens, je vais le faire aussi. Nous aussi, on peut le faire. Tout le monde arrive à se connecter, ça va? J'ai lu, j'accepte les conditions générales. Donc les questions, c'est vous êtes une entreprise, une asso, une ONG en formation, engagée à titre individuel.
Voilà, et puis en régie, dès que vous sentez qu'on a fini de répondre, je crois qu'on a une autre question derrière, du coup on enchaîne directement sur la deuxième question, où on peut afficher ce résultat d'abord. J'ai pas d'oreillette, hein, donc il va falloir crier fort derrière. Ah voilà. Donc on a une majorité d'entreprises, 47%, asso ONG important, que ce soit sur le terrain, sur le plaidoyer, en formation, donc on a vraiment aussi besoin de 209, et engagé à titre individuel parce que tout ça nous touche dans nos vies perso. Et donc la bonne nouvelle, et ça c'est ce que tu nous disais en introduction, Émilie, c'est que en tout cas vous êtes toutes et tous là en capacité d'agir ou même d'influencer autour de vous. Donc vous êtes aussi porteurs de récits et porteurs d'imaginaire. Donc mesurez les super pouvoirs qui sont en vous. Une deuxième question. Alors, pour vous, le récit, c'est avant tout. On parle beaucoup de récit et d'imaginaire. Il faut qu'on s'entende sur à peu près une définition commune. Et pour vous, c'est avant tout une vision du monde qui permet de coopérer à grande échelle. C'est un produit de l'imagination pour divertir. C'est une histoire qui permet de partager un ensemble de règles et de valeurs communes. C'est un ensemble de croyances pour répondre aux besoins de sens et de sécurité des êtres humains. Pour vous, c'est avant tout quoi? J'ai voté. Ça va, ça vote, ça vote. 15 personnes restantes. Voilà, on affiche. Alors, pour la plus grande partie d'entre vous, c'est une histoire qui permet de partager un ensemble de règles et de valeurs communes, puis une vision du monde qui permet de coopérer, un ensemble de croyances pour répondre aux besoins de sens ou un produit de l'imagination pour divertir. En vrai, tout ça, c'est un peu l'école des fans, hein. Tout le monde a gagné, hein. C'est un peu tout ça le récit. Mais effectivement, il faut savoir que produit de l'imagination pour divertir, ça représente 2% dans ce que vous pensez que c'est le récit aujourd'hui. Or, depuis que justement on est un peu monté au sommet de la pyramide du vivant, c'est devenu l'essentiel du récit, un produit de l'imagination pour divertir, alors qu'effectivement, la fonction première, c'était coopérer à grande échelle et surtout ce grand besoin de sécurité, parce que les récits sont là depuis, alors certains disent 70 000, moi à la fac j'avais appris que c'était 100 000 ans. C'est ces histoires qu'on a dû composer, nous êtres humains, pour faire face à la complexité du monde, à la peur de la mort, puisque nous sommes aussi les seuls êtres vivants à avoir conscience de notre finitude. Donc ça, c'était un moment important pour se mettre d'accord un petit peu sur la signification qu'on donne aux choses. Et maintenant qu'on sait à peu près de quoi on parle, l'idée c'est de se dire dans quel nouveau récit de l'humanité on peut s'inscrire les uns et les autres. Ce récit qui nous a permis, comme je le disais à l'instant, de nous hisser au sommet de la pyramide du vivant. Plus précisément, c'est un homme blanc qui est en haut de la pyramide du vivant. Alors, si on veut ajouter la dimension sociale et sociétale, il faut se dire aussi que c'est plutôt l'homme blanc qui est au sommet de la pyramide. Et voilà, on est passé vers ce récit de l'humanité où tout était orienté, tout était à notre service. Donc, et tous les coups sont permis. C'était un peu la loi de la jungle. On est en train de redéfinir un petit peu la loi de la jungle aujourd'hui, mais dans le récit jusqu'à maintenant, c'était celui-là.
On peut se dire que ce récit-là, il est un peu en train de... Il commence à avoir du plomb dans l'aile et qu'on est en train de passer. Et nous sommes là les témoins, ce genre d'événement depuis 15 ans et tout le mouvement de la RSE et puis maintenant aussi du régénératif, etc. On peut se dire qu'on a une vision plutôt éco. Donc je fais partie d'un tout. On se rend des services. Il y a vraiment cette conscience qui est en train de monter un petit peu partout. Et ce qui serait chouette, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on vienne aller chercher d'autres leviers, enfin d'autres énergies, d'autres rapports au monde pour ce nouveau récit de l'humanité et qui se rapprocherait plus du voilà, Seva, c'est un mot en sanskrit qui dit qu'on est au service du tout et qu'on régénère et on distribue. Donc ça, c'est un récit de l'humanité qui peut valoir à l'échelle personnelle, individuelle, familiale, dans l'entreprise. Et même quand on se balade en forêt, on peut se demander à quel moment je suis plutôt égo, à quel moment je suis éco, à quel moment je suis vraiment Seva. Donc ça, c'est à vous aussi, au quotidien, sentir comment votre rapport au monde et votre regard sur le monde peut évoluer en fonction des prismes que vous choisissez d'avoir. Donc le sujet, c'est vraiment la croissance. Croissance, quelle valeur on a envie de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on veut plus de quoi? Souvent, quand on parle des nouveaux imaginaires, on voit tout ce dont il faut se priver. Là, ce serait intéressant de se dire, mais si on reste dans la logique du toujours plus, et moi je suis un peu comme ça, j'aime bien le toujours plus, donc c'est se demander, mais plus de quoi? Par quoi on va remplacer le paraître, l'abondance de biens, l'argent, l'ego, moi, l'envie de pouvoir, toutes ces choses qui nous ont animés, qui ont animé l'humanité jusqu'à maintenant, plus de biens matériels, etc. Eh bien, il va falloir que des valeurs comme le collectif, les valeurs de l'être, l'abondance de liens, plus de temps pour soi, plus de partage, plus de développement personnel, etc. Tout ça, il va falloir plus de santé, de soins. Enfin voilà, vous pouvez, là j'en ai mis quelques-uns, mais vous pouvez décliner à l'infini toutes ces choses, toutes ces valeurs qui vont nous faire beaucoup de bien. Et là, on veut de la croissance. Là, c'est sûr qu'on veut de la croissance. Sur les beaux projets qu'on a vus tout à l'heure, on veut de la croissance. Alors, vous avez aussi ce QR code là, si vous voulez poser des questions tout au long. Moi, j'aurai une tablette à la fin qui me permettra de relever vos questions. On pourra peut-être le remettre tout à la fin pour vous. Alors, on parlait de ce nouveau récit de l'humanité. On va avoir besoin d'aller vers des imaginaires circulaires. Vous l'avez vu tout à l'heure, ces beaux projets qui ont été primés aussi, nous font passer, pas seulement dans le récit, mais vraiment dans le concret, à transformer, enfin puiser les ressources, puis les produire, les consommer et les jeter à quelque chose de circulaire. Moi, je le dis très franchement qu'il va falloir qu'on apprenne vraiment à aimer nos poubelles, à nous dire que nos déchets sont vraiment de grandes mines d'or et comment ça peut être valable pour chacun. Et c'est là où j'ai envie de te laisser la parole. Stéphanie, si tu as ton micro qui marche, et je te donne la petite zapette. Merci Yasmina. Alors oui, aimer nos poubelles. J'ai effectivement... Vous êtes en train sans doute de penser, mais de quoi va-t-elle nous parler? Je vais vous parler du bac jaune. Alors, c'est pas tout à fait la poubelle jaune, c'est pas la même chose. Mais peut-être déjà de vous présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas Citeo. Alors, Citeo a été créé en 92 pour prendre en charge ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Alors, qu'est-ce donc la REP ? C'est l'acronyme. En fait, la REP est directement liée au principe du pollueur-payeur. Dans les années 90, le volume des déchets est grandissant. Les collectivités, les acteurs des territoires ont plus de mal à effectivement pouvoir les traiter. Les infrastructures de traitement sont vieillissantes. Et en parallèle, on a des entreprises où la réputation commence à être
attaquée en raison effectivement du volume d'emballage qui est de plus en plus visible. Alors en tonnage, c'est pas forcément en termes de déchets la part la plus importante, mais en volume, donc ce qui est visible, c'est la part la plus importante. Donc on a des entrepreneurs et notamment à leur tête Antoine Riboud et Jean-Louis Beffa qui réfléchissent effectivement en anticipation d'une évolution réglementaire sur la manière de prendre en charge leurs responsabilités d'entreprise. On est dans les années 90. La loi, en 92, impose aux entreprises de contribuer financièrement à la gestion de la fin de vie des déchets d'emballage. Une formule un peu complexe pour dire vous allez payer, principe du pollueur-payeur, donc vous allez financer la gestion de la fin de vie, donc vous allez financer le déchet. Et les entreprises, en fait, ont décidé de plutôt s'acquitter d'une taxe, c'est-à-dire effectivement de payer, mais de se dire la responsabilité n'est plus chez nous parce qu'on paye, de créer une structure qui s'appelait Éco-emballage, s'appelle maintenant Citeo, pour certes recueillir ces contributions financières, mais avec cet argent, pouvoir créer les solutions de manière à réduire l'emballage à la source, réemployer l'emballage et le recycler, donc les 3 R. Alors, dans les années 90, le recyclage était la première solution qui était accessible, créer effectivement des infrastructures industrielles qui permettaient de récupérer les emballages, de les collecter à part des ordures ménagères, de manière à les recycler, de créer une filière industrielle pour récupérer la matière, donc des matières premières secondaires, et les réinjecter dans le circuit de production. Donc c'est le début de l'économie circulaire. Cette solution-là, le recyclage, donc elle existe depuis plus de 30 ans. Très vite, au bout de 10 ans, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait y associer le levier de la réduction. Et aujourd'hui, c'est le levier du réemploi qu'on est en train d'impulser. À l'origine, l'entreprise Citeo, qui est donc fondée sur un principe de mutualisation des ressources, puisque toutes les entreprises de la grande consommation contribuent financièrement à Citeo, à un éco-organisme. Donc elles font fi, entre guillemets, elles mettent de côté leur sujet de concurrence et elles mutualisent leurs moyens pour créer des solutions. Alors nous, notre ADN est effectivement particulier puisqu'on est une entreprise privée avec une mission d'intérêt général. On est aussi une entreprise agréée par l'État. Donc effectivement, on propose des solutions dans un cadre réglementaire et selon un cahier des charges qui est fixé en concertation avec les parties prenantes. Le modèle éco-organisme est très atypique. C'est un modèle qui est peu connu, un modèle de la REP qui mérite de l'être. Donc on était d'une certaine manière une entreprise à mission avant même que les entreprises à mission existent par la loi Pacte. En 2020, on a décidé effectivement de s'engager dans cette démarche d'entreprise à mission, qui est une démarche qui est conséquente. Souvent, elle a été réduite, d'ailleurs, au démarrage, à un exercice de style autour d'une raison d'être, donc à un récit. Alors c'est vrai que je suis là pour justement expliquer la force des récits, en tout cas témoigner de la force des récits, donc je ne vais pas vous dire que ça n'avait pas d'intérêt, mais je pense qu'il faut surtout avoir en tête que la raison d'être, elle est inscrite dans les statuts. Et en fait, c'est ça qui lui donne du poids. C'est pas simplement un récit, une histoire, une réflexion d'un corps social qui du coup s'interroge sur comment on crée de l'intérêt général. C'est vraiment quelque chose qui oblige, au terme premier, les actionnaires ou les administrateurs pour les éco-organismes et l'ensemble des collaborateurs à réfléchir leur activité en essayant de garder le cap et du coup le modèle de mission et la boussole. Alors vous voyez affiché à l'écran effectivement notre modèle de mission, donc notre raison d'être. Si on s'en tient au strict cadre légal et qu'on met de côté la raison d'être, un éco-organisme, c'est une structure, en tout cas un éco-organisme financier, qui récupère de l'argent des entreprises pour mettre en place des solutions. Donc c'est une plateforme financière puisque nous, effectivement, on reverse ces contributions financières, on flèche des investissements vers les acteurs des territoires, les acteurs industriels, voilà. C'est quelque chose qui peut mobiliser, mais en fait, qui n'explicite pas quelle est la contribution
concrètes à l'intérêt général, au-delà du financement de solutions, ce qui est déjà très bien. Donc on a commencé ce travail en 2020, c'était assez intense en fait, parce qu'en fait on avait fait un appel à candidature au sein de l'entreprise, auprès des collaborateurs, pour voir qui voulait participer à cette réflexion. On a créé ensuite des groupes qui se sont réunis de manière régulière, une quarantaine de personnes, qui effectivement a exprimé individuellement, chacun disait voilà ce que c'est pour moi la raison d'être de Citeo. Et c'était très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de participer à ces groupes, de voir que s'exprimer des tensions qui en fait s'expriment aujourd'hui dans notre écosystème, puisque Citeo est un éco-organisme, donc au cœur de toutes les parties prenantes. Vous avez, on est au carrefour, je dirais, du dialogue entre les entreprises, les collectivités, les associations, les filières industrielles, les filières matériaux, des ONG internationales aussi. Donc on a vraiment, je dirais, des interfaces multiples et en fait on voyait au niveau des collaborateurs que finalement on retrouvait ces tensions entre quelle est la vision de l'intérêt général, quelle est la vision du commun, est-il possible d'avoir à la fois un objectif de croissance et en même temps un but qui est au-delà d'un modèle effectivement économique, non, un modèle plutôt de résultat. Et les échanges qu'on a eus qui étaient intéressants, je dirais, alors là, d'un point de vue presque ethnographique, de voir que finalement, en travaillant dans la même entreprise, on avait des visions un peu différentes. On l'a ici croisé avec nos administrateurs. Et on a abouti effectivement à cette raison d'être, qui n'est pas contribuer financièrement du coup à la gestion des déchets, mais qui est bien de faire évoluer, d'engager les acteurs économiques pour faire évoluer les modèles de production, de distribution et de consommation. Et cette raison d'être, elle est effectivement déclinée dans 5 objectifs statutaires que vous voyez ici affichés. Et ces objectifs statutaires, on doit effectivement renseigner toutes les actions derrière qu'on y met, fixer des indicateurs, une trajectoire pour pouvoir permettre au comité de mission. Donc le comité de mission dans les entreprises à mission est un groupe d'experts externes à l'entreprise qui représente différentes parties prenantes et qui va effectivement suivre les avancées du modèle de mission. C'est très exigeant. On a eu un premier audit au moment où on se constituait en tant qu'entreprise à mission pour voir la cohérence de la raison d'être avec les objectifs statutaires, vérifier que notre raison d'être n'était pas totalement déconnectée, un peu trop idéale par rapport à nos moyens réels. Et c'était exigeant aussi parce qu'il a fallu se poser la question de quels indicateurs. Voilà. Et si je prends l'objectif 3 que je connais bien puisque je fais partie des référents, donner les clés au consommateur pour réduire son impact environnemental, se pose la question de, ok, nous, Citeo, éco-organisme, quels moyens nous avons, quel but on doit atteindre et comment on y contribue. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment le comité de mission nous challenge là-dessus en nous amenant toujours un peu plus loin. Je trouvais que c'était intéressant de parler d'entreprise à mission parce que, alors, il y a d'autres choses qui existent, comme par exemple là, on a parlé ce matin de la CSRD, qui, avec l'analyse de double matérialité, est aussi un moyen finalement de créer une dynamique d'introspection, parce que c'est de cet ordre-là, à l'échelle du collectif, qui est également extrêmement exigeant. On est aussi engagé dans la CSRD et je rejoins totalement ce qui a été dit à une des tables rondes de ce matin, c'est costaud de voir tous les indicateurs, mais ce travail d'introspection, en fait, il a, au-delà de la fierté du collectif d'avoir réussi, je dirais, à franchir les étapes pour arriver à être entreprise à mission ou pour sortir le premier rapport de CSRD, c'est surtout de re-questionner son activité et d'essayer finalement de poser une ambition qui est un peu différente de seul, comment dire, plaisir de l'art, en fait. Alors, je dis ça, ça peut paraître un peu étrange, mais de sortir de l'expertise voilà, je fais de l'éco-conception, donc j'ai fait une ACV, donc je suis content parce que l'impact environnemental de mon produit est moindre, pour se dire, ok, mais comment ça transforme le modèle, comment ça transforme la consommation, la distribution, enfin la production, la distribution, la consommation. Voilà, j'ai été un peu longue, mais je trouvais que c'était important de rappeler qui est Citeo et de la force de ce premier récit.
Alors, on a eu un moment, une fois qu'on était entreprise à mission, la question de comment on communique. Comment on communique entreprise à mission. Alors, moi, je viens de la communication, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Un premier rapport de mission, des bannières web, voilà, un plan de communication assez classique. Mais je pense que vraiment ce qui a été transformateur, c'est finalement pour les collaborateurs d'entrer en dialogue avec leurs parties prenantes et en fait de voir les réactions que ça posait. Et les réactions sont intéressantes parce qu'on sort du débat, je dirais, de l'activité pour se dire, OK, comment nous, qui sommes engagés avec vous, Citeo, on arrive à effectivement contribuer à ces objectifs. Donc le premier récit, je dirais, fondateur de Citeo, ça a été le rapport d'Antoine Riboud et de Jean-Louis Beffa pour créer l'éco-organisme, qui portait effectivement l'idée que la responsabilité ne s'arrêtait pas aux portes des usines, comme le disait Antoine Riboud. Et le deuxième récit qui a mobilisé les collaborateurs, c'est finalement ce récit d'entreprise à mission, qui, je pense, à l'échelle d'une entreprise, n'est pas neutre et n'est pas qu'un exercice de communication performatif, et bien plus, en fait, c'est ce pas de côté pour se dire, OK, moi, dans mon travail, à quoi je contribue et dans quel sens j'avance. Le second récit, je dirais, dont je voulais parler et témoigner, c'est le récit qui nous concerne, nous, consommateurs, habitants, citoyens. Parce que dans les années 90, tu disais, Yasmina, nous faire aimer les poubelles. Dans les années 90, le déchet, c'est on ne veut pas s'en occuper, on veut qu'il disparaisse, on le met sur les trottoirs, qu'on habite en immeuble ou en pavillon, et on s'en occupe plus. Dans les années 90, il n'y avait même pas de conteneurisation particulière, c'est-à-dire que vous ne voyez pas des bacs, chacun avait sa poubelle un peu particulière. Le système aussi de gestion des déchets au niveau des communes n'était pas le même, il n'y avait pas les mêmes regroupements de communes, les intercommunalités n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et globalement, on ne se posait pas la question de ce qu'on mettait dans les poubelles. Dans les années 90, pour développer le recyclage, il a fallu que Citeo se pose la question de OK, comment on fait pour collecter les emballages qui sont disséminés partout sur le territoire et comment on fait pour que les citoyens qui considèrent que les poubelles, ce n'est plus leur question, s'en intéressent. Donc, le premier récit qu'on a porté, c'est un récit publicitaire en fait. On a fait des déchets et de nos poubelles un objet publicitaire. Ça peut vous paraître aujourd'hui assez commun de voir dans les séries, dans les films, d'ailleurs vous ne vous en rendez pas compte, je pense qu'il n'y a que les personnes qui travaillent dans les déchets qui sont monomaniaques des bacs, des conteneurs et des poubelles, qui les prennent en photo, qui disent « Ah là, c'est pas le bon bac, ils ont mis dans le film ». Voilà, donc vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, ces équipements, ils ont totalement été présents, enfin ils sont présents dans nos imaginaires parce qu'ils sont présents tout simplement dans le paysage. Mais dans les années 90, en fait, il fallait interpeller sur la question du déchet et on a fait un premier film publicitaire. Alors je dis on de manière générale puisque moi je n'y étais pas. Un premier film publicitaire où le réalisateur qui a été sélectionné pour conduire ce film était un réalisateur de clips vidéo. Tony Kaye, qui était une grande star, qui avait fait de très belles productions. Les moyens qu'on y a mis étaient assez conséquents, puisqu'il y avait la musique de Pierre Barou, qui est Pierre Barou, c'est la musique d'un homme et une femme. C'était quand même aussi, en termes de bande-son, quelque chose qui tranchait totalement avec des communications de l'ordre de l'intérêt général, puisqu'on était dans des moyens qui sont finalement ceux que les entreprises, les marques mettent en place pour effectivement valoriser leurs produits. Et le produit qu'on valorisait, c'était en fait le déchet d'emballage. Donc dans ce clip qu'on peut trouver si on fait effectivement un travail d'archéologie sur le web, que malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire avant l'intervention. Donc je vais essayer de vous raconter, je ne vais pas vous mimer le film, mais vous avez cette musique de Pierre Barou qui est assez fantastique. Et vous voyez, alors si vous connaissez les clips de Mondino, ceux qui n'étaient pas nés dans les années 80, je pense, non pas la ref. Donc vous voyez un clip très coloré avec un appartement qu'on devine dans un immeuble parisien, ou en tout cas les beaux immeubles type Haussmann, et la famille avec un enfant qui joue.
s'affaire. On est à peu près à l'heure du dîner, on imagine que voilà, c'est la préparation du repas. Et en fait, c'est très rythmé, c'est comme une chorégraphie dans la cuisine, et vous voyez des emballages et des déchets qui sont jetés dans une poubelle et qui débordent. Et c'est sale. C'est-à-dire que vous voyez à l'écran ce qu'on ne montre jamais, c'est-à-dire une poubelle qui déborde, des salissures, des coulures, avec cette très jolie musique entraînante. Et il n'y a aucun dialogue. Et ensuite, vous voyez une personne, je ne sais pas si c'est la mère de famille ou le père de famille, qui prend le sac poubelle, qui prend un autre sac, qui descend les escaliers, et là, il y a un camion poubelle qui passe. Et là, c'est deuxième chose assez inédite. Première fois qu'un camion poubelle est dans un spot publicitaire. Et le sac d'emballage est est pris par le ripper, par l'éboueur, qui le met dans le camion poubelle qui part. Alors, je crois que c'est la rue de Rivoli, voilà, qui part dans Paris. C'est très beau, c'est très esthétique. L'esthétique des années, la fin des années 80, hein, si vous le revoyez maintenant, il faut être tolérant. Et le message de fin, c'est un emballage jeté n'est plus un emballage perdu. Alors, je ne rends pas honneur au film, et j'en suis désolée, mais je peux vous avouer que dans le paysage publicitaire, ça détonne totalement. Les publicités de l'époque, c'est ce petit coin de verdure. Si vous avez la ref aussi, je ne sais pas, pour de la lessive, non? Ouais. Voilà, donc on est dans cet univers-là de consommation heureuse, hédoniste, où tout est propre, tout est beau, le développement durable, c'est les petits oiseaux, c'est une rivière qui coule au loin dans le jardin. Et là, nous, pour porter un sujet d'intérêt général sur un objet dont les Français ne veulent absolument pas en entendre parler, eh ben, on met les pieds dans le plat et effectivement, on crée cet objet publicitaire et on crée cette première brique de récit. Alors, l'objet publicitaire ne suffit pas seul. Hein. Souvent, on a tendance à surdimensionner l'effet de la publicité. Alors, pourquoi? Tout simplement par la portée, par la diffusion. Et ça, effectivement, Émilie pourra nous en parler. C'est une très grande responsabilité pour les publicitaires, les personnes du marketing, ce qu'elles mettent, ce qu'elles créent comme objet publicitaire, parce que l'empreinte est très forte. Il y a tout un autre champ qui est souvent sous-estimé, c'est la sémantique. Les images qui sont associées à ces sujets. Et effectivement, je voulais, parce que j'ai cette déformation d'historienne, vous parler de voilà, ce premier film pour vanter le recyclage, mais il y a eu après tout un travail collectif avec les entreprises, avec les marques, les distributeurs, les collectivités, pour installer l'univers du tri et du recyclage. Le bac jaune, le fait de dire trier et pas jeter, le fait d'utiliser des termes comme point de collecte. Donc toute une sémantique, des visuels, des éléments en fait qui peuvent nous paraître infimes par rapport, je dirais, à l'impact, mais qui en fait dessinent une autre manière d'envisager le déchet. Pour le tri et le recyclage, je dois admettre qu'on n'a pas tout à fait réussi. D'ailleurs, on parle de poubelle jaune. Moi, mon cœur saigne à chaque fois que j'entends poubelle jaune. Sachez-le. Et malheureusement, on n'a pas réussi à installer le terme de bac jaune. On a encore effectivement, trop souvent, on entend jeter les emballages. En fait, non, vous ne jetez pas, vous les déposez dans le bac, parce que jeter, c'est lié aux déchets. Donc, il y a des choses qu'on a réussi à installer, la couleur jaune notamment, qui est liée au recyclage, qui maintenant concerne presque tout le territoire. En tout cas, on va y arriver. Il y a encore que quelques territoires qui n'y sont pas, mais on va y passer. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend pour un autre sujet qui s'appelle le réemploi, qu'on doit installer aussi de manière beaucoup plus rapide. Donc la loi AGEC impose effectivement des objectifs ambitieux sur le réemploi. Donc le réemploi, c'est faire en sorte que l'emballage à usage unique qui a structuré toute la consommation des ménages depuis l'après-guerre du siècle dernier, puisse laisser place dans les linéaires à l'emballage réemployable. L'emballage réemployable ne concerne pas que les boissons. Ce n'est pas que la bouteille en verre consignée dont vous pouvez vous souvenir, voilà, si vous l'avez connu. L'emballage réemployable, ça va être aussi le pot, le bocal, pour des produits aussi d'épicerie que vous allez trouver dans des grandes surfaces, et pas simplement en magasins spécialisés, et que vous allez devoir, après le produit, une fois le produit consommé, rapporter en magasin. Développer le réemploi, et développer le réemploi très rapidement, c'est 10% des emballages qui vont devoir être réemployables dans un horizon très rapide, 2027, si je ne me trompe pas, ça nous impose de créer un nouvel imaginaire autour de la consommation.
déjà de créer de l'attractivité pour ces produits dans des emballages réemployables. Créer de l'attractivité, alors là, je pense que je suis en face d'une audience qui est déjà, très impliquée dans une consommation responsable. Peut-être que vous allez déjà en magasin spécialisé faire vos courses ou une partie de vos courses. Peut-être que vous avez déjà l'habitude d'utiliser des produits avec des emballages qui sont réemployables, qui sont consignés. Mais si on voit l'ensemble des consommateurs, aujourd'hui, la majorité, presque la totalité des ménages va dans un supermarché ou un hypermarché. Là, le réemploi, c'est quelque chose de beaucoup plus anecdotique. Et nous, en fait, on ne s'adresse pas uniquement aux porteurs des cartes de magasins spécialisés, on s'adresse à tous les Français. Donc il va falloir transformer radicalement notre manière de penser le produit au moment de l'achat. Et ensuite d'accompagner, et là c'est plus un travail d'imaginaire, c'est un travail de solutions pratiques, aussi les changements des modes de consommation. Très concrètement, visualisez votre caddie si vous faites les courses, je ne sais pas, une fois par semaine, et transformez les emballages à usage unique dans des emballages réemployables. Donc déjà vous projetez sans doute emballage en verre. Et vous avez raison, au départ, ce sont des emballages en verre. Après, il y en aura d'autres, en plastique, en aluminium aussi, mais au démarrage, ce sera l'emballage en verre. Donc, plus lourd à transporter. Il faut le stocker chez soi, il faut le rapporter. Donc, il y a toute une logistique, une organisation aussi au domicile qu'il faut penser. Et en fait, au-delà de l'acte d'achat, il faut aussi, du coup, créer des images et visualiser, permettre la projection. Et pour permettre la projection, on en revient effectivement aux objets culturels. Et quand je dis objet culturel, c'est plus large que l'objet publicitaire, puisqu'il y a la pub, mais il y a aussi les séries, les téléréalités, tous les produits en fait qui sont aujourd'hui conçus et où on voit des éléments qui ne sont pas des éléments, je dirais, majeurs de leur récit, mais qui sont des éléments du paysage qui doivent être installés. Et je terminerai peut-être pour essayer d'appuyer mon argumentation sur ces objets culturels. Moi, j'ai été frappée quand vous tapez dans une plateforme de recherche iconographique, n'importe laquelle, même celles qui ne sont pas les blockbusters. Si vous tapez consommation responsable, vous allez avoir le filet pour aller au marché, que certaines marques de luxe ont réinterprété. Vous allez avoir de la verdure, le petit lac, les oiseaux, etc., le vert. Yasmina, on se disait qu'effectivement, on n'en pouvait plus de ce vert. Donc, vous allez avoir tout un univers d'images. Et en fait, aujourd'hui, cet univers-là n'est plus mobilisateur. En tout cas, il ne peut pas l'être pour une partie de la population qui est conséquente, qui est en fait encore très attachée à la vision hédoniste de la consommation et qui en fait ne se retrouve pas dans des images qui sont finalement assez archétypales et en fait qui nous ramènent dans un passé dont certains auraient la nostalgie, alors que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer des récits qui s'affranchissent du passé pour créer en fait ce qu'on va faire. Voilà, et ça c'est le plus dur. Donc, si vous travaillez dans la communication, dans le marketing, si vous connaissez des publicitaires, voilà, j'invite tout le monde à repenser l'iconographie et les termes associés à ce qu'on veut porter. Et justement, la prochaine campagne, du coup, là, si on clique Alors, la sur, prochaine campagne, effectivement, merci Yasmina, voilà, réemployer encore et encore. Donc, on a effectivement un gros projet qui s'appelle Reuse, qui va se déployer dans un quart du pays, quart nord-ouest. Et en fait, on anticipe le démarrage en fait de cette activation qui commencera en avril-mai, avec une campagne qui donc réemployons encore et encore, et qui va du coup installer une nouvelle couleur, le violet. Donc ce ne sera pas le vert, pour le réemploi. Et là, vous avez une capture d'écran du coup du film publicitaire qui montre effectivement une personne, une consommatrice, rapporter un emballage après la consommation dans une machine de collecte, un RVM. Voilà, donc vous le verrez à partir du 17 novembre le soir. Vous pouvez être, si vous êtes curieux, en prime time, regarder France TV, TF1 et M6. C'est la première campagne publicitaire nationale qui est dédiée à la pratique du réemploi, c'est-à-dire que ce n'est pas centré sur un produit réemployable, ça les marques le font et elles communiquent déjà, mais vraiment sur un usage du quotidien.
pour faire en sorte que le retour des emballages soit, je dirais, aussi dans le paysage du quotidien, autant que les sacs les sacs à bas avec lesquels vous allez faire vos courses et qui sont rentrés dans notre quotidien aussi dans les années 2000. Super, sachant que le message d'avant c'était on lâche rien, on lâche rien. Alors, on parle aussi dans ces nouveaux récits, nouveaux imaginaires et dans les comportements qu'il va falloir qu'on suggère à nos concitoyens. On a parlé de consommation, il y a aussi un sujet de la surconsommation, donc il va falloir qu'on soit un petit peu sobre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot sobriété maintenant, puisqu'il a été utilisé à toutes les sauces. Que ce soit et puis ça veut beaucoup dire la sobriété énergétique. Avant ça, c'était porté par Pierre Rabhi et l'imaginaire de la sobriété très associé à essayer de faire pousser des tomates sur des champs de cailloux. Bon, ça fait pas rêver tout le monde. Donc là, ce qu'on voit arriver, et moi je vous invite vraiment aussi à explorer toute la dimension sémantique et le langage qu'il va falloir qu'on fasse évoluer pour rendre cette sobriété plus qu'acceptable, même désirable, et qu'on ait tous envie, avec grand kiff, de passer dans ces imaginaires sobres. Et moi, j'ai chopé ça et là quelques petites expressions sur lesquelles, voilà, quand on produit du récit ou des contenus, c'est intéressant d'aller piocher et d'extrapoler. Sachant que moi j'ai une grande préférence pour la formule de Dominique Méda qui parle d'une nouvelle ère d'abondance, l'ère de nouvelles abondances. Donc c'est aller explorer tout ce qu'on a à gagner et pas seulement ce qu'on a à perdre, à changer de mode de vie. Timothée Parry parle d'une organisation sociale de la satiété des besoins. Donc il y a quand même cette notion aussi de qu'on n'est ni trop peu, juste assez, dans un contexte où c'est la pérennité qui nous guide. Les derniers, donc dans le rapport du GIEC, on parle de suffisance, c'est de sufficiency, le mot qui est utilisé, et pas sobriety, qui nous ramène aussi à la sobriété alcoolique, en fait. On a aussi cet imaginaire-là qui colle au mot sobriété. Après, il y a toutes les variations autour de la croissance, et là, c'est un peu ce qui nous questionne aujourd'hui. Il y en a deux qui sont sortis plus récemment, et ça va pas arrêter de s'arrêter. En fait, c'est super. On a un champ sémantique qui est en train de s'ouvrir. Vous devez entendre parler de robustesse dans l'économie régénérative, etc. Là, il y a l'économie légère qui a été lancée par Serge Auru, qui s'occupe de l'Académie du climat. Donc, on manque pas quand on est créatif et quand on est producteur de récits. On peut tout à fait faire exploser le plafond de verre de la sémantique et bien s'amuser avec tout ça pour embarquer largement nos publics. On peut le faire aussi avec humour parce que tous ces sujets, c'est badant, mais on peut tout à fait utiliser aussi des tonalités et une manière d'aborder les sujets avec humour. On va lancer le film. Juste avant de le lancer, il est incarné par Nicolas Mérieux. Combien de personnes connaissent Nicolas Mérieux dans l'Assemblée? Quelques-uns aussi. C'est le premier humoriste à avoir fait un one-man show sur la crise climatique il y a très longtemps de ça, et sa marque de fabrique, c'est vraiment d'aborder très crûment la situation avec beaucoup de lucidité, mais par le biais de l'humour. Si en régie vous pouvez lancer ce film publicitaire qu'il a incarné. Non mais ça va pas. Déforestation, c'est un mot qui te parle ou ça n'existe pas dans le dictionnaire des castors? C'est quoi le projet là? De faire une chaise? Excuse-moi, ça te dérange pas trop de jeter tes déchets par terre, non? Ah très bien, ben fuis, n'assume pas surtout. Hé Amuse! Ça va, ça te dérange pas trop, on vole à droite à gauche? Et ton empreinte carbone, on y pense? Franchement, t'amuses! Est-ce que t'es une buse? Non mais on est où là? C'est pas vrai! C'est ce que vous faites, ça se résume en un mot. Pêche intensive. Par contre, tu te calmes. Eh, s'il vous plaît. Oui, je vois qu'on se fait plaisir. On vous a jamais appris à prendre des douches plutôt que des bains, non?
Ah oui, donc carrément, on se bouche les oreilles. De toute façon, personne n'écoute dans cette forêt. Pour ceux qui préfèrent agir plutôt que parler, il y a greenwiz.com. Plus de 40 000 produits bio et plus respectueux de l'environnement. Greenwiz, c'est si simple de mieux consommer. Alors là, on a voulu incarner le donneur de leçons. Est-ce que vous reconnaissez dans ce personnage qui est le relou de service qui vient donner des leçons à tout le monde? Bah là, ils ont réussi à ringardiser le donneur de leçons tout en faisant passer des messages. Et voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ce film, mais j'ai trouvé que justement dans le paysage publicitaire, il était très intéressant. On a parlé beaucoup d'écologie. Dans les nouveaux imaginaires, il va falloir justement qu'on en profite finalement pour ne pas oublier le plancher social. Combien d'entre vous connaissent l'économie du donut de Kate Raworth? Bon voilà, on a évidemment des grands connaisseurs et ça c'est super chouette. Parce que l'idée c'est aussi on va pas faire un monde qui du point de vue environnemental serait canon alors que c'est pour laisser la moitié de l'humanité sur le bas côté. Profitons-en pour justement prendre en compte aussi les limites pour la dignité humaine au sens large. Et là-dessus pareil, on a beaucoup beaucoup de travail à faire dans la communication et là j'avais envie de partager avec vous la campagne qui pour moi a été la plus stupéfiante à ce niveau-là. Puisque là, vous allez voir que la communication a servi, plus que changer le récit, a vraiment servi à changer même le réel. Donc c'est une campagne qui a été menée par BETC pour Itch, et je vous laisse la découvrir. Là, on n'est plus sur le volet environnemental, mais plutôt sur le S de la RSE, donc le sociétal et le social. C'est abusé. Ah ouais, c'est chaud. Voilà, ça c'était pour illustrer aussi le pouvoir du récit directement sur le réel et c'est assez enthousiasmant. Là, je vais vous demander de répondre à la question. Entre 1 et 4, quel est le degré d'intérêt pour les nouveaux récits dans votre organisation? Donc là, on reprend les petits téléphones et vous aurez un moment d'échange avant l'intervention d'Émilie.
Est-ce que ça s'est affiché sur votre téléphone ? On sait que le sujet monte, mais est-ce que vraiment c'est une réalité ? Ouais. Oui. 1, c'est pas beaucoup, et 4, c'est beaucoup. On met pas 5 pour que vous mettiez pas 3. C'est assez bien réparti. C'est assez bien réparti. Je me serais attendue à moins. Donc on a... c'est assez équilibré. Mais alors du coup, comment on sait le vert, rouge, bleu ? Vous allez pouvoir en parler entre vous. C'est ça qui est chouette. Donc là, si on peut remettre les slides, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, je vous invite à avoir un petit moment de partage avec votre voisin, à droite, à gauche. Trouvez-vous un voisin. Donc vous essayez de 2 minutes, de respecter à peu près le temps. Et par rapport là à tout ce qu'on a pu brasser entre ce qui est hyper inspirant et tout ça, qu'est-ce que vous identifiez a priori comme frein dans votre organisation pour apporter cette dimension du nouveau récit au service du changement ? Vous essayez de bien répartir la parole. Oui. Un petit freestyle. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. Tant pis alors. J'ai fini. Est-ce que je vais aller leur demander normalement de quelle heure? Ok. On change d'interlocuteur si on ne l'a pas encore fait. Mon collègue, il veut parler à personne. Non. Il y a une question qui est arrivée pour toi. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi à jongler. Tu voudrais y répondre juste après à la fin, tu veux dire? Ok. Et on essaye de conclure, car sinon...
Voilà, je vous invite à garder au chaud vos freins pour savoir ce qu'on pourra en faire en fin de session. Oh là là, ils sont très vite d'habitude, on a plus de temps à retrouver. Là. Voilà, ce petit point final. Ça y est, vous avez échangé les uns et les autres. Super. On va pouvoir laisser la parole à Émilie, où il est question aussi de changer le récit sur la fonction de l'ARP, de la RPP. Oui, alors je suis désolée, du coup j'interromps vos échanges. On sera très, très heureuse d'avoir vos retours en fin de session. Juste une petite slide rapide sur ce que c'est que la RPP. Parce que si Stéphanie saigne, son cœur saigne dès qu'on parle de poubelle jaune, moi c'est quand on ne connaît pas l'ARP et inutile de dire que malheureusement mon cœur saigne souvent. Voilà, je tiens aussi. Une femme dont le cœur saigne là. À finir en séance de psy sur le canapé. Voilà, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, c'est l'organisme qui régule la publicité en France. Donc c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 1935. C'est votre outil d'autorégulation. On a une délégation de l'ARCOM sur la partie télé et télé de rattrapage, donc on voit tout ce qui est diffusé sur ces supports obligatoirement avant diffusion. Donc tout ce que vous voyez sur ces supports a été validé par les juristes conseils de la RPP, et on a un rôle de conseil sur tout support de communication avant diffusion pour sécuriser les campagnes. Donc l'ARP, elle est accompagnée de 3 instances associées qui vont réfléchir justement aux évolutions sociétales, s'il faut faire évoluer les règles, et à la création de règles qui sont le CEP et le CPP. Mais on a aussi le jury de déontologie publicitaire que vous connaissez peut-être, qui est chargé de recueillir les plaintes des personnes physiques et morales au regard des règles déontologiques de publicité effectivement diffusées en France. Voilà, je passe rapidement et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. La première idée que je voulais vous transmettre, c'est que les marques et les personnes qui les accompagnent, les structures qui les accompagnent, les agences, ont une énorme responsabilité sur le terrain de la transition écologique et sociétale. C'est que déjà, elles doivent être en conformité avec la réglementation. Ce qui revient aussi au rôle de l'ARP, de vérifier cette conformité avant et après diffusion. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pléthore de règles et de réglementations sur le sujet notamment environnemental qui concernent la publicité. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi sur lorsque je dis que toute forme de washing, mais là plus précisément le greenwashing, nuit à la transition écologique et sociétale. Et donc il est primordial déjà pour une marque d'être en conformité avec cette réglementation et de ne pas continuer à véhiculer, même sous forme de maladresse, parce que nous on pense profondément que ce sont des maladresses, des fausses idées sur ces produits et services qui pourraient nuire à des changements de comportement des consommateurs. Et sur ces réglementations, on a beaucoup, donc la liste n'est pas exhaustive. On a la loi L'Homme qui invite à utiliser des mobilités douces, notamment dans les campagnes avec pour des véhicules. La loi Climat et Résilience qui encadre notamment les allégations relatives à la neutralité carbone, notamment pour ne citer qu'elle, mais aussi qui instaure l'étiquette énergie, l'affichage environnemental dans les communications, le code de la consommation qui prévoit des parties sur les pratiques commerciales trompeuses lorsqu'on est sujet à être du greenwashing, la loi AGEC dont Stéphanie a si bien parlé, mais qui aussi encadre les supports publicitaires pour la partie éco-conception et contenu des allégations environnementales, etc., etc. Avec bien sûr d'autres réglementations qui sont à venir et dont on attend aussi beaucoup, notamment la directive Green Claims, qui est attendue a priori pour 2028 et qui encadrera aussi les allégations environnementales au niveau européen. Voilà, sans parler effectivement de la directive pratique commerciale déloyale qui va aussi être sans doute modifiée. À ceci s'ajoutent des règles de droit souple qui vont s'appliquer de la même manière que des règles de droit dur. Voilà, et c'est sur celle-ci où c'est assez méconnu malheureusement, et c'est pour ça que je voulais réinsister dessus, et qui sont aussi vos outils, qui sont des mines précieuses
avant diffusion à consulter pour sécuriser les campagnes, éviter d'être taxé de greenwashing, parce que le greenwashing concerne bien tout le monde, même les structures qui sont profondément engagées sur le terrain de la transition écologique et sociétale et qui vont pouvoir faire des maladresses. Le guide pratique des allégations environnementales du Conseil national de la consommation, dont la dernière version donc, est parue en 2023, encadre bon nombre d'allégations. Et alors, je voulais me prêter un petit jeu et vous faire un test en direct. Voilà, parce que je suis pas très sympa, de manière générale. Je voulais savoir si... J'aimerais savoir si, selon vous, l'allégation « un produit éco-responsable », vous parlez de vos produits, vous l'associez à éco-responsable, vous avez le droit de le faire ou pas, ou est-ce que c'est interdit? Alors, plus que low-tech, on va le faire à main levée. Levez la main pour ceux pour qui c'est possible de le dire. Et je vous vois, malgré le spot, je vous vois. Et donc, à l'inverse, je déduis que pour le reste, vous pensez que c'est interdit de le faire. On est d'accord. Donc, j'ai quand même vu plusieurs mains levées. Voilà, le guide des allégations environnementales prévoit bien qu'un produit ou un service ne peut pas être éco-responsable. Et je prends cet exemple-là parce que malgré toutes les très belles actions dont j'ai pu profiter moi aussi en tant que spectatrice ce matin, j'ai entendu beaucoup cet abus de langage de dire que le produit est éco-responsable. Sachez que c'est une allégation interdite et que pour ça, malgré que le produit soit éco-conçu, qu'il y ait une plus-value sur l'environnement, cette allégation en elle-même est interdite. Voilà. Donc, changez directement ce qui est écrit sur vos sites ou sur vos dernières campagnes au cas où pour pas être embêté. Voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et c'est bien pour ça que c'est très important de se faire bien accompagner avant toute communication pour éviter vous-même d'être embêté et surtout d'être sécurisé. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Autre socle qui est important, c'est le code ICC, donc de la Chambre de communication internationale, Chambre de commerce internationale, pardon. Intitulé Publicité et communication commerciale, dont la dernière version a été publiée, enfin rendue publique hier. Donc du coup, vous avez la primeur de l'information, et qui encadre également les allégations environnementales et qui prévoit maintenant qu'il y a un paragraphe dédié aussi à la RSE. Voilà, et tout ça est en libre accès sur les sites respectifs. Donc vous pouvez absolument y accéder. Donc voilà, première responsabilité vraiment des marques, des agences et ensemble de l'interprofession publicitaire, c'est vraiment d'avoir une communication qui soit responsable, qui respecte toutes les règles légales, mais aussi les règles déontologiques. Donc je vous en ai déjà saisi deux. Et pour nous, ce qui nous concerne, c'est la recommandation développement durable. Cette recommandation, donc, elle a été créée par l'ensemble de l'interprofession publicitaire, qui a mis qui a donné le soin à l'ARPE de la faire appliquer. Qu'on soit adhérent ou pas adhérent à l'ARPE, cette recommandation va s'appliquer. S'il y a des manquements à cette recommandation, on va vous demander de modifier la communication en conséquence. Il pourrait y avoir des plaintes au sein du jury de déontologie publicitaire. Et encore une fois, qu'on soit engagé ou pas, que le produit soit plus vertueux ou pas, on peut être taxé rapidement de greenwashing. Cette recommandation, elle est très très vaste, volontairement, pour pouvoir encadrer tous les types de greenwashing ou d'abus de langage, parce que parfois c'est aussi la frontière est mince. Et donc vous avez le QR code qui permet d'accéder directement à la recommandation, mais elle est vraiment libre accès sur notre site et vous avez même une infographie qui explique les différents points de la recommandation. Je vais quand même les développer hyper rapidement parce que comme ça, si vous avez des questions, je suis là en direct pour des conseils. Voilà. Sur la partie impact éco-citoyen, on vise ici justement la préservation des ressources et donc de ne pas mettre en scène des comportements qui seraient contraires à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources. Si je regarde ma collègue de gauche, en publicité, dans ce merveilleux monde de la publicité, on ne verrait pas quelqu'un qui trie mal ses déchets, malgré dans les séries. Là, sois rassurée Stéphanie. En tout cas, on y veille, voilà. C'est qu'un exemple ou qui banaliserait le gaspillage de ressources, etc. La véracité des actions,
L'idée même, de manière très basique, c'est que lorsqu'on communique sur une allégation environnementale, une plus-value environnementale, on est forcément dans la vérité et pas dans l'excessivité, ce qui est parfois un peu compliqué aussi sur ce type d'allégation. La proportionnalité, c'est pas l'excessivité, mais effectivement, lorsque on communique sur une action très cool qu'on est en train de faire sur le sujet RSE, mais que l'ensemble de l'activité est plus discutable, on n'en fait pas des caisses, effectivement, et on restreint de manière très claire et oui, très claire pour les consommateurs que ça ne concerne qu'une partie du produit, qu'une partie de l'activité, etc. La clarté du message, parfois, il faut vous dire que, alors, il y a une différence entre les équipes qui vont travailler sur les développements des produits ou des formules. Le consommateur, lui, il va pas tout à fait tout comprendre. Même nous, en tant que juriste ou même responsable RSE, on a besoin parfois de faire des recherches approfondies sur des campagnes publicitaires parce qu'on saisit pas effectivement ce qui a pu mener à une formule ou un produit plus vertueux. Dès lors dès lors que des explications complémentaires sont nécessaires, elles doivent figurer dans la campagne publicitaire, justement pour permettre, encore une fois, aux consommateurs d'avoir un choix éclairé et de pouvoir guider ses comportements de consommation de manière plus responsable. La loyauté, c'est de ne pas se prévaloir de réglementation. Par exemple, je vous dis quel exemple, ça va vous parler tout de suite. On se prévaut pas de la réglementation pour dire pour en faire une différenciation concurrentielle alors que c'est la réglementation qui l'impose. Par exemple, la fin de la vaisselle jetable dans certains fast-food, l'annonce en grande pompe alors que c'est la réglementation, c'est dommage. Voilà, ça c'est du greenwashing. La recommandation, elle prévoit aussi, elle encadre aussi les signes, les labels, les logos, tout label qui serait de nature privée, on aurait une émanation privée, mais qui ressemblerait à un logo officiel, doit être absolument proscrit ou alors très clairement relié à une démarche de l'entreprise avec le nom de l'entreprise comme identifiable comme logo privé. Le vocabulaire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la partie éco-responsable, mais on peut rester sur éco-conçu, vert, écologique, etc. Tout ceci devant être nuancé et accompagné de clarification. Les présentations visuelles, la recommandation, elle prévoit aussi les éléments visuels et sonores peuvent être eux-mêmes interprétés comme du greenwashing lorsqu'on a une campagne sur un produit qui est plus vertueux mais qui est posé au milieu d'une cascade, qui est entouré de vers et d'oiseaux qui chantent, etc., etc. Là aussi, on peut tomber dans le greenwashing. Et sur les dispositifs complexes, je donne que des exemples. Je grossis le trait pour que vous ayez une vue d'ensemble, mais c'est bien plus fourni que ça, la recommandation, bien sûr. Les dispositifs complexes, c'est encore une fois des dispositifs comme une trajectoire climat avec une réduction des émissions de GES, avec un plan de contribution carbone. Le consommateur moyen, il a besoin d'explications qui soient beaucoup plus claires que nous, qui sommes plus techniciens et plus dans ce type de sujet. Et donc, il faut faire particulièrement attention à ces sujets. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la recommandation. Encore une fois, l'infographie est très bien faite et encore plus facile d'accès. Deuxième, maintenant, pour parler des nouveaux récits, deuxième importance maintenant, et je pense deuxième rôle à jouer obligatoirement pour les marques, c'est de se saisir effectivement de ces nouveaux récits. Pourquoi ? Parce qu'on prête effectivement et sans doute avec justesse, à la communication un rôle d'avoir contribué à véhiculer des récits qui sont maintenant plus en adéquation avec les limites planétaires et d'avoir créé effectivement des récits qui mènent potentiellement à la surconsommation, voire à des pratiques en contradiction avec la protection de l'environnement. Et je pense que les marques se sont quand même complètement saisies du sujet, pas encore à tous au même niveau d'exemplarité encore, mais en tout cas elles s'intéressent amplement au sujet. Voilà, si on prête à la communication d'avoir pu créer pendant des années des imaginaires comme quoi, on parlait de la cigarette tout à l'heure, voilà, la cigarette c'était hyper cool dans les pubs, dans les films, etc. Et si on
on se dit que la communication peut avoir un super pouvoir d'influence des nouveaux récits. Et ben, il faut déconstruire tout ça. Et je pense qu'effectivement, les marques ont ce rôle-là à jouer. Voilà. Donc nous, à l'ARP, on a comme rôle de contrôler le contenu publicitaire au regard des règles légales et déontologiques. Dans le cadre de notre stratégie RSE, on a voulu pousser notre rôle à accompagner ces nouveaux récits. L'écran s'est éteint, je ne sais pas si c'est normal. Ok, c'est pas grave. Très bien. Non, ça ne me gêne pas. Merci. Et donc, du coup, on a intégré dans les conseils des juristes le formidable guide de l'Union des marques, qui a été porté notamment par Sophie Rosen, la directrice marque et impact de l'Union des marques, qui est aussi en libre accès, pour pouvoir donner justement aux créateurs de communication des bons outils pour pouvoir pousser les nouveaux récits dans les communications. Tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais des films, effectivement, des récits dans les films, les séries, etc., avec le bac de poubelle. Et ça va être exactement ça. C'est comment donner les clés dans une création, en ne changeant pas grand-chose, mais en pouvant apporter des nouveaux récits qui vont sexifier un peu cette transition écologique. Et ça coûte pas plus cher de mettre des bocaux de vrac dans une cuisine, de montrer des personnages qui vont aller trier leurs déchets plastiques, cosmétiques. Oui, j'ai osé le dire, sans la poubelle, etc. Mais au bon endroit, de ne pas allumer la lumière en plein jour, ça paraît anecdotique, mais en soi, lorsqu'on intègre ces nouveaux récits dans des communications et dans les films et dans les séries, ça devient du langage commun pour les citoyens que nous sommes et les consommateurs, et c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer les choses. Donc le guide de l'Union des marques, absolument. Et le MOOC, Imagine 2050, je le redis, l'excellent MOOC, Imagine 2050, je vous invite à vous ruer dessus, qui a été construit notamment par Yasmina et avec Imagine 2050, dont nous sommes un des partenaires institutionnels, et je laisse Yasmina en parler. Donc c'est une formation gratuite, e-learning, 90 minutes, accessible à toute personne intéressée par le récit. C'est marrant parce que j'avais cette question: quel est le support TV, réseaux sociaux, livres, troisième art le plus efficace pour véhiculer les nouveaux récits? En fait, tout, qu'on soit journaliste ou scénariste, on a une influence très forte. Bon, moi je crois beaucoup, et j'ai été conseil sur ces grandes séries quotidiennes qui passent tous les soirs sur les grandes chaînes et qui mobilisent des millions de personnes. C'est vraiment des supports sur lesquels on peut vraiment de manière très douce, de manière très collective apporter du changement. Et l'influence sur les réseaux sociaux, bien sûr, les influenceurs, il y a un gros travail à faire. On va passer assez vite sur les. En fait, on avait des outils à vous communiquer, mais on va passer assez vite et on va tout de suite accueillir notre grand témoin, Annabelle Saleza, qui est avec nous, je crois, en visio. Annabelle, est-ce que tu es avec nous? Je suis là. Bonjour Annabelle, on a un peu explosé le Bonjour timing. Strasbourg. Mais bon. Merci d'être avec nous. Alors raconte-nous un peu ton parcours, tes missions au sein de d'Orange, de Soch, tes grands moments. On a un peu mis tous nos guts sur la table là dans cette séquence. Du coup, voilà. Okay. Présente. Ok, alors moi je suis directrice artistique. À la base, j'ai fait une école d'art appliqué. Et j'ai commencé dans la publicité comme directrice artistique pendant une dizaine d'années. Et j'ai rejoint à la suite de ça le groupe Orange, d'abord comme directrice artistique, puisque quand Orange a été racheté par France Télécom, il y avait c'est une marque anglaise, et donc il y avait une envie d'avoir une marque, de conserver les codes de la marque. Enfin, il y avait une culture de marque qui n'existait pas en France à l'époque, et donc ils ont décidé de faire une sorte de studio intégré avec des directeurs artistiques, et j'ai fait partie de cette aventure, et donc je suis à la suite de ça devenue directrice de la création pour Orange France et Soch, que j'ai eu la chance de lancer en 2011, et donc moi je pilote toute la partie
création, stratégie créative des marques. Et je pilote aussi la production de tous nos films publicitaires, les campagnes print, digitales, les photos, tout ça. Et puis, donc j'en ai parlé, mais Soch, ça fait partie de mes grandes fiertés. Je suis passée chez Soch, et qui est devenu culte. Et puis plus récemment, alors là pour le coup c'est encore plus une fierté parce qu'il y a une dimension qui m'est chère aussi de égalité, de diversité et tout ça, qui est le film qu'on a appelé La Compile des Bleus, dont on va parler, je crois, et voilà, qu'on a sorti à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de 2023. Voilà. Ouais, on va la regarder tout à l'heure. D'abord, j'aimerais bien que tu me parles du programme RE. Comment il s'est inscrit dans le temps, comment la production même de ces films est devenue un enjeu. Alors le programme RE, alors ce qui est assez génial, donc moi je suis en tant que créative d'agence, je suis passée un peu du côté obscur de la force puisque j'ai rejoint un annonceur. Donc au départ mon travail a consisté d'abord à faire toute une partie vraiment purement artistique et après à insuffler une énergie créative au sein d'Orange et à faire la jonction un peu, le fusible entre l'agence, les métiers de l'agence et l'annonceur. Et donc je dis ça parce que c'est vrai que ce sujet RE et ce programme RE est sorti tout droit de la tête des créatifs de l'agence. Évidemment, on avait nous de notre côté une envie de développer tout ce qui était reconditionné, de la reprise, etc. Et en fait, c'est Publicis à l'époque qui est arrivé avec cette idée de RE. Et d'inverser cette lettre comme ça. On s'est un peu battu parce que ça veut dire quand on lance ça veut dire que derrière il y a des enjeux, il y a le marketing qui doit faire en sorte que ce programme soit nourri par des offres. Et donc on a lancé ce programme. Alors je vais pas donner de date parce que je suis nulle en date et je vais dire une bêtise. Mais il y a quelques années, et ça a fait boule de neige. Et maintenant, non seulement en France, on l'applique et on continue à le développer, et c'est aussi appliqué dans d'autres pays Orange dans le monde. Donc ça, c'est une grande fierté aussi. Voilà. Et le grand truc incroyable, c'est d'avoir fait le film de fin d'année, le film de Noël, c'est toujours un grand moment. Le film de fin d'année de Orange, c'était offrir du reconditionné. Et on a un film incroyable où en fait on voit la fabrique du Père Noël qui reconditionne les téléphones. Et il faut se dire que derrière, il a fallu aussi convaincre les constructeurs de téléphones que sur cette campagne, il allait s'agir de vendre du reconditionné. Et venons alors du coup à cette campagne incroyable en termes de changement de récit. On a eu un exemple tout à l'heure avec Itch où on voyait l'impact que un récit pouvait avoir sur le réel. Et là, on va voir ce film incroyable, La Compile des Bleus. Je ne sais pas si vous l'avez vu et on en reparle tout de suite après, Annabelle. Ok. The French women's national team is drawing attention with a new ad. Publicité, je sais pas si vous l'avez vu, elle est incroyable. Ela tem comercial que tá bombando, né? É sensacional. Best marketing I've ever seen. It is the most amazing thing I have ever seen. It's the best ad I've seen any brand. The exact kind of thing that would go viral. Stop what you're doing and watch this right now. Ah, c'est passé. Bravo. Oui, c'est passé. Oh, oui. Les Bleus qui reviennent dans le match. Et on a encore le droit de rêver. Oh, qu'est-ce que c'est que ce missile? Avec le pied droit. Ah, il va être direct. Ça passe. Le centre en retrait. C'est ça, le football qu'on aime. Oh my god, it's so good. 2-minute video, the footage rewinds. The VFX are removed. It is in fact the elite French women's teams. Pegou futebol feminino. Et en réalité, ce sont les femmes de l'équipe de France.
All right, mate, show me what I'm looking at. That tells me that women can't play like men, they can even play better. Voilà, au début de cette session, je vous parlais de changer le regard sur le monde avant de changer de comportement. Là, c'est énorme. Vous vous attendiez à un tel engouement. Enfin, je pense pas qu'on puisse s'attendre à un tel engouement. Oh, si, bien sûr. Non, pas du tout. En fait, ça a complètement dépassé nos espérances parce que l'idée à la base, c'était juste de faire une campagne de soutien à l'équipe féminine de foot, dont on est partenaire depuis 2018 en fait. Et ça a pris des proportions. En fait, c'est devenu viral. Ben, la vidéo raconte. Je vais pas paraphraser la vidéo, mais effectivement, au départ, nous, notre idée, c'était comment on peut soutenir au mieux l'équipe féminine, sachant qu'il y a la Coupe du Monde dans 3 mois, et que il y a un désamour du football féminin. Enfin, c'est plus qu'un désamour, c'est-à-dire il y a carrément des moqueries au sujet du football féminin, des préjugés. Et l'essentiel des supporters de foot sont des hommes en majorité, même pour le foot féminin. Donc il fallait arriver à les convaincre, mais sans leur imposer une idée. Et donc l'idée c'était de les piéger quoi, clairement à leur propre jeu, puisque ils sont fans de ces espèces de vidéos dans lesquelles il y a des enchaînements d'actions spectaculaires, etc. Et donc, on a eu cette idée. Enfin, c'est Marcel. On a fait ça avec Marcel, l'agence. On est parti de ce préjugé-là et ils ont visionné des centaines et des centaines de vidéos et ils ont extrait certaines images et on a clairement en post-production remplacé les joueuses par des joueurs et en fait il y a eu un travail créatif qui a été fait par l'agence Marcel qui était super, un travail de production, de post-production qui a été fait qui était super aussi. Et derrière, il y avait aussi une façon de médiatiser l'ensemble parce que on s'est appuyé sur, en fait, c'est sur X et sur YouTube que sont surtout les fans de foot et ce genre de vidéos. Et donc, on a quelques semaines avant la Coupe du Monde, on a posté sur X via le compte d'un influenceur qui s'appelle Scipion, la première partie de la vidéo, parce que lui c'est un influenceur qui fait ce genre de vidéo, et il est beaucoup suivi. Et quelques heures plus tard, on a diffusé l'intégralité de la vidéo, et là, paf, c'est parti et ça s'est diffusé, mais instantanément sur tous les médias. Ça a été repris par tous les supporters de foot, garçons, filles, parce qu'en fait ils se sont fait piéger quoi. Et c'est arrivé très rapidement à l'autre bout du monde. Et c'est à ça qu'on s'attendait pas en fait. On a bien vu que en France ça allait performer quoi, mais c'est surtout les retombées internationales qui, c'est du jamais vu. C'est en passe de devenir une des campagnes les plus impactantes de tous les temps. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, on est hyper contents parce que, évidemment, au-delà d'avoir fait notre travail de faire une pub efficace, ça a aussi permis de faire changer la vision sur le foot féminin par un exemple, une évidence quoi. Et du coup, il y a eu un impact sociétal qu'on ne mesurait pas au départ et auquel on s'attendait pas du tout. Voilà.
Bravo. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi pour résumer tout ça, c'est sûrement aussi le bon moment pour tout ça. Cette campagne, elle a aussi reçu un grand prix à Cannes, aux Lions, qui est vraiment la grand-messe des prix publicitaires. Et quand on sait que toute cette industrie, elle court après les prix, on a noté cette année que une grande partie des prix était justement sur des campagnes qui visaient à changer les imaginaires, le récit, enfin à être dans une démarche d'impact positif. Et l'autre chose qui est intéressant aussi à noter dans cette campagne-là, c'est qu'elle est comme l'aboutissement d'un engagement qui est là, présent depuis longtemps, puisque Annabelle le disait, Orange soutient le foot depuis 2018. Donc il y a aussi cet enjeu de sincérité, en fait, cet enjeu de sincérité sur le temps qui finalement devient payant. Voilà, je crois qu'on a explosé le temps, mais c'est pas grave, c'était quand même bien passionnant. Attendez, merci Annabelle. Je reviens sur une chose parce que. Vas-y. Ouais, non, juste pour dire, en fait, on est partenaire de l'équipe de France féminine, enfin les équipes de France féminines et masculines depuis 2018. En revanche, Orange est partenaire aussi, mais depuis plus de 20 ans, du foot, du football amateur, du football professionnel. Donc il y a aussi une légitimité à avoir pris la parole sur ce sujet. Et voilà, c'est tout. Je voulais juste rectifier, c'est pas que depuis 2018. Ouais, super. Voilà, c'est vraiment important de souligner. Et là, on a des questions qui nous viennent du public, donc je vous invite à... alors, comment contribuer à changer nos imaginaires dans notre quotidien hors publicité? Ça, je le disais au début, en fait, on est tous porteurs de récits et porteurs d'imaginaires. Donc, en fait, ce qui se passe en soi, en nous et dans la façon dont on se comporte, on véhicule tout un tas de choses. Donc vous décidez, bon, l'exemple est extrême, mais d'arrêter de manger de la viande par exemple. Vous n'avez pas forcément besoin d'en faire justement la publicité ou de culpabiliser ceux qui en mangent, mais le fait que vous-même adoptiez un comportement, vous avez un pouvoir d'influence. Donc ça commence déjà par là. C'est ce que Corinne Morel d'Arleux appelle la dignité du présent. C'est faire les choses d'abord pour soi, pour se sentir bien en accord avec ce qu'on sait des limites planétaires et du plancher social. Et rien que ça, franchement, même sans en faire des caisses, c'est votre premier super pouvoir. Peut-être que je rajouterais en complément la place des réseaux sociaux. Quand tu dis, effectivement, on est tous ambassadeurs, on est tous influenceurs en fait de son entourage. C'est vrai que les réseaux sociaux ont pris une importance considérable aujourd'hui dans la construction des imaginaires. Les marques l'ont compris d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des partenariats. La force des influenceurs, c'est qu'en fait, ils témoignent d'une action qui est en train de se passer. Donc on n'est pas sur le même niveau de récit. Au même titre que quand vous prenez une habitude et qu'en fait votre entourage peut vous questionner en disant mais qu'est-ce que ça t'apporte, la manière dont vous allez effectivement le témoigner de votre expérience, elle va avoir beaucoup plus d'impact qu'un discours beaucoup plus haut. En fait, les imaginaires se construisent comme un millefeuille en différentes strates. En fait, chacun a son rôle à jouer. Moi, je voulais peut-être revenir sur la parole des marques qui aujourd'hui, effectivement, est énormément questionnée par les consommateurs. On a conduit avec l'Obsoco un observatoire de la consommation responsable. Et lorsqu'on a questionné, du coup, le panel, c'était 4 000 personnes, sur est-ce que vous sentez en adhérence, en adhésion, avec le discours des marques? La réponse était catégoriquement non. En fait, il faudrait que les marques, elles conçoivent des produits éco-conçus. Donc, en fait, je pense que travailler les imaginaires, il faut ne pas oublier qu'il y a un deuxième pendant, c'est après la manière dont ça se traduit dans la réalité. Je trouve que les influenceurs, justement, nous permettent de témoigner d'un usage. Et ce qui était dit effectivement aussi par notre grand témoin, je pense qu'il faut toujours travailler un imaginaire en se disant quelle solution concrète je propose. Si effectivement Orange fait une publicité pour valoriser le recyclage, le reconditionner, la réparation, il faut derrière que l'offre, la proposition de valeur, comme on dit, de la marque, elle soit au rendez-vous.
Parce que sinon, il y a un hiatus, et c'est ça, en fait, qui crée la désillusion. Et dans le flot des questions, alors quelqu'un a posé la question, effectivement, comment, dans un monde où, en fait, l'imaginaire de la surconsommation s'est construit, en même temps, d'ailleurs, que la publicité, voilà, comment arriver à changer ça sans être dans un discours trop intellectuel pour toute catégorie de population. Je pense que le récit est très fort, mais le récit doit s'ancrer dans une réalité. Donc le rôle des marques, le rôle des entreprises, c'est aussi de travailler l'accessibilité de l'offre. Je pense aujourd'hui, et Fanny Paris en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, c'est de ne jamais créer un écart entre un discours très haut, bien pensant, plutôt moralisateur, et finalement un déni des réalités quotidiennes et des contraintes du quotidien auxquelles une majorité de la population est soumise. Parce que ça crée de la réactance, en fait. Et je pense que même si on est tous très engagés, très enthousiastes, sinon on ne serait pas au Forum Développement Durable, on a tendance à écouter notre enthousiasme et finalement à se dire, c'est une question de volonté, chacun le veut, donc on peut. Quand on veut, on peut. C'est absurde. En fait, c'est quand on peut, on veut. Et effectivement, ce travail sur les récits, voilà, je ne vais pas me répéter, mais il doit être absolument corrélé à un travail sur l'offre et sur l'encapacitation, j'essaye de ne pas utiliser le terme anglais, de toute la population. Émilie avait des questions pour toi, je crois. Ah, Annabelle, elle est avec nous ou pas encore? Elle est repartie? Je sais pas. Ouais, elle revient, je pense. Bon, moi, j'ai plein de questions pour moi, donc je vais enchaîner, si vous voulez bien. Je vais essayer d'être rapide parce que on a déjà explosé le temps, comme disait Yasmina. J'ai une première question sur la surconsommation. La surconsommation étant le moyen de valorisation sociale des classes intermédiaires et des classes supérieures, comment casser cet habitus sans convertir tout le monde en profession intellectuelle? Elle est belle cette question. Je veux bien la réponse parce que c'est vraiment une question qu'on se pose souvent d'ailleurs avec mon mari. Voilà, bref, je reste sur ça. Comment dire? Je pense qu'il faut déjà avoir des récits qui permettent de déconnecter l'idée que l'écologie c'est pour les intellectuels et les bobos parisiens. D'ailleurs, c'était l'idée de la communication que tu as passée pour Greenwiz, l'idée, le pitch, parce que je me rappelle ce qu'on l'avait l'idée aussi à l'ARP, c'était je prends le plus gros bobo parisien qui soit avec ses phrases lourdes, à l'inverse, et je le décadre en écolo, enfin bref, c'était sur ça. Et je pense que là aussi, on a un grand pouvoir, et c'est pas que la publicité, c'est vraiment tout ce qu'on regarde, la pub, les séries, les films, etc., et qui doit rendre plus sexy des habitudes sans... j'ai pas envie de le dire comme ça, mais on se fait encore trop taxer de discours éco-punitifs, alors qu'on est juste éco-conscient. Mais pour autant, on a encore trop cette petite musique qui reste dans la tête de certains et qui nous empêche d'avancer. Donc là encore, le pouvoir va se situer sur ceux qui sont créatifs, ce qui n'est pas mon cas, sur ça en tout cas, qui vont avoir le pouvoir de raconter de nouvelles histoires et où tout le monde va se retrouver et où tout le monde pourra un moyen de se projeter dans cette société qui donnera envie, au-delà des différences de métiers, de classes, etc. Donc, et ça, effectivement, j'espère que... Regardez le travail de Banlieue Climat, c'est assez intéressant là-dessus. Ouais, exactement. Quelle est la place du lobbying dans les campagnes publicitaires ? Je crois que je l'avais 2 fois. Alors, vous vous doutez bien que moi qui travaille à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, je n'aime pas trop le terme lobbying, qui a une connotation très péjorative parce qu'on est dans un système d'autorégulation par les professionnels, effectivement, mais des professionnels qui décident de travailler ensemble et quelle que soit la taille de la structure et qui s'adjoignent des règles qui vont au-delà de la réglementation. Donc, il faut savoir que par jour, on a donc une dizaine de juristes qui vont traiter 150 dossiers par jour de campagne publicitaire tout support avant diffusion.
je sais pas, je veux dire des chiffres à la grosse, mais voilà, 80% maintenant vont porter sur des allégations environnementales parce que c'est quand même ça le sujet depuis plusieurs années, voilà. Et sur ces 80%, je sais pas, 80% aussi vont se faire retoquer par nos services. Donc, si l'idée c'était de se dire que dès lors qu'on est adhérent, les règles ne sont pas applicables et le lobbying fait tout pour qu'on puisse faire passer ce qu'on veut, c'est pas la réalité de notre métier. Moi, avant d'être responsable RSE, j'ai été 10 ans juriste conseil au sein de la RPP et j'étais référente automobile. Donc voilà, chacun ses schizophrénies, c'est pas pas grave. Mais voilà, donc dire non à des campagnes et les faire progresser, c'était mon quotidien. Et c'est vrai que je disais toujours à tout le monde, si mon métier était de dire oui, je passerais des journées plus douces et plus simples. Donc lobbying, non. Force de métier et d'un secteur, oui. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'il travaille ce secteur, qu'il a encore beaucoup de progrès à faire et qu'il va continuer à le faire. Moi, je suis en train de perdre progressivement les questions, elles s'effacent. Je crois qu'on va prendre la question d'Annabelle parce que là, on va devoir rendre... Et alors, je voulais juste dire sur les influenceurs, non, il y a déjà des réglementations applicables. On a développé le certificat de l'influence responsable avec plus de 1800 influenceurs certifiés et on a développé des modules de formation pour eux qui les forment au rapport du GIEC, leur pouvoir d'influence sur le sujet, au nouveau récit qui va bientôt sortir. Donc non, ils ne sont pas sous notre spectre et ils travaillent beaucoup dessus aussi. Donc pour Annabelle, et très rapidement, parce qu'on est super en retard, est-ce que suite à cette vidéo, la Coupe du Monde a bénéficié d'une plus grande fréquentation et est-ce qu'on a eu plus de licenciés de foot féminin en club? Est-ce que tu as cette information ou pas, Annabelle? Alors ça a eu clairement. On peut pas vraiment dire que c'est tout est dû à cette vidéo, mais parce qu'il y a quand même eu la France est arrivée en quart de finale. Malheureusement, elles ont perdu en quart de finale, mais il y a quand même eu un engouement autour de cette Coupe du Monde, alors qu'elle était en Australie. Et que la Coupe du Monde précédente, qui s'est déroulée en 2019, était en France et avait eu très peu de visibilité et n'avait pas tellement intéressé. Donc, je ne sais pas si c'était... mais il y a peut-être aussi un mouvement global de société qui fait qu'il y a plus d'intérêt aussi pour le football féminin. Mais ça a certainement contribué. Je ne sais pas si les gens ont pris leur billet pour aller en Australie, mais en tout cas, ils ont regardé leur télé, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Annabelle de nous avoir rejoints. Merci à tous. Merci Émilie. Merci Stéphanie. Et voilà, on a en route vers de nouveaux récits pour changer nos comportements. Soyons les super... super-héros de demain, je pense. Voilà, les super-héros de demain, on va dire ça. Merci beaucoup. Merci.